Bonjour, cette fois nous sommes à Strasbourg et nous allons parler avec Monsieur Ulrich Bonner, le président de la Maison de l'Europe Strasbourg-Alsace, ancien membre du Conseil de l'Europe, directeur exécutif du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe. Bonjour Monsieur Bonner. Bonjour Monsieur De Witt. Tout d'abord, nous sommes très intéressés par votre association Maison de l'Europe Strasbourg-Alsace. Pourquoi et quand vous avez décidé de créer cette Maison de l'Europe? Alors, je reviens peut-être un tout petit peu sur mon travail au Conseil de l'Europe, oui, parce que ça explique des choses. D'une part, pour dire que j'étais un Européen convaincu avant d'entrer au Conseil de l'Europe, parce que j'étais militant européen au cours des années 60, des années pendant lesquelles d'ailleurs on a réussi à commencer une ouverture timide de la démocratie des droits de l'homme vers l'Europe centrale, vers l'Europe orientale. Donc j'étais militant et je le suis resté dans mon esprit pendant le temps que j'ai travaillé au Conseil de l'Europe, parce que je pense que le travail que nous avons fait au Conseil de l'Europe, j'ai travaillé dans différentes fonctions. Vous avez cité le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux. J'ai travaillé aussi pendant la période cruciale de 1989 à 1994 au bureau de Catherine Lalumière, qui était alors secrétaire générale du Conseil de l'Europe et qui a vu entrer petit à petit des pays d'Europe centrale et orientale au sein du Conseil de l'Europe. Et arrivé à 65 ans, j'ai pris ma retraite en 2009 et j'ai souhaité continuer cet engagement européen en discutant avec des responsables de la ville de Strasbourg, avec aussi Catherine Lalumière qui, entre-temps, était devenue présidente de la Maison de l'Europe de Paris et de la Fédération française des Maisons de l'Europe. Nous avons conclu qu'il serait utile d'avoir aussi une Maison de l'Europe qui fonctionne bien à Strasbourg, capitale européenne, parce que c'est important que ce réseau des Maisons de l'Europe soit aussi présent dans cette ville et auprès des Strasbourgeois, surtout que à Strasbourg, nous sommes dans un lieu privilégié où beaucoup de décideurs européens viennent régulièrement, le Parlement européen, le Conseil de l'Europe qui est sur place en permanence avec sa Cour européenne des droits de l'homme et avec beaucoup d'autres institutions. Et donc, de créer, de favoriser le dialogue entre ces décideurs politiques européens et la population de Strasbourg, les citoyens de Strasbourg, les citoyens alsaciens, ça nous a paru quelque chose d'important, tout en sachant qu'il y a d'autres structures aussi à Strasbourg qui sont ouvertes aux citoyens. Par exemple, ici, nous sommes à l'Association parlementaire européenne, où il y a aussi beaucoup de choses qui sont organisées. Donc, on s'insère dans cet esprit, et donc en 2011, avec la complicité de Catherine Lalumière, avec la complicité de la ville de Strasbourg et un certain nombre d'élus du Parlement européen, nous avons pu créer cette Maison de l'Europe de Strasbourg-Alsace. Partout en France, vous avez combien des maisons de l'Europe Parce que vous avez déjà parlé à Paris, donc oui, à Strasbourg. Alors en France, il y a 35 maisons de l'Europe dans différents lieux, surtout dans des grandes villes, Paris, Nantes, Bordeaux, Lyon, etc. Donc, et nous sommes dans un réseau
réseau qui a d'ailleurs organisé l'année dernière pour la 3e fois une université d'automne. Et nous avons eu le plaisir à Strasbourg d'organiser cette université d'automne des maisons de l'Europe de toute la France, ici à Strasbourg, auprès des institutions européennes. Donc nous sommes allés au Parlement européen, nous sommes allés au Conseil de l'Europe, mais aussi à la région et à la ville de Strasbourg, parce que ce qui est important aussi, c'est d'avoir les contacts avec les structures locales qui existent ici, la région, le département, la ville, la communauté urbaine, et ne pas oublier l'Eurodistrict, qui est une structure transfrontalière qui rassemble la communauté urbaine de Strasbourg et le Landkreis Ortenau, ainsi que les communes qui se trouvent dans cette partie de l'Allemagne. Donc vous réalisez des projets ensemble avec l'Allemagne, on peut dire, oui? Alors on a une coopération donc notamment avec l'Eurodistrict, mais aussi il y a un institut qui a été créé à Kiel, donc de l'autre côté de la frontière, mais qui est cofinancé par des structures françaises, qui s'appelle Euro-Institute, qui a aussi pour mission de voir quels sont les problèmes qui se posent aujourd'hui en Europe et d'y proposer des solutions. Donc nous sommes en coopération avec ces structures aussi de l'autre côté de la frontière, qui n'est pas très loin, puisque Strasbourg est finalement situé sur le Rhin, et les deux sont aujourd'hui reliés par le pont de l'Europe. Et c'est relié par le TGV, ça sera prochainement relié aussi par le tram, etc. Donc il y a une véritable cohésion de part et d'autre de la frontière. Nous, à la Maison de l'Europe, nous ne nous sommes pas encore donné les moyens, nous ne les avons pas eus pour travailler aussi dans les deux langues, l'allemand qui est ma langue maternelle et le français. Alors peut-être un jour on pourra intensifier cette coopération. Actuellement, avez-vous combien de membres dans votre association à Strasbourg? Alors nous avons une centaine de membres, dont quelques membres institutionnels aussi, par exemple l'Université de Strasbourg est membre, et quelques structures associatives comme le Cercle européen, qui est une autre structure associative strasbourgeoise qui travaille aussi sur les sujets européens. Et l'Euro-Institute dont je viens de parler. Donc nous travaillons de façon étroite avec ces structures, mais ponctuellement, nous travaillons aussi avec beaucoup d'autres associations. Si on parle à Strasbourg, est-ce que Strasbourgeois sont très intéressés par les affaires de l'Union européenne? Est-ce que vous pouvez commenter cette situation à Strasbourg en ce moment? Comment ça se passe? Alors, il faut encore une fois remonter un peu dans l'histoire. C'est que le Conseil de l'Europe, qui a été la première institution européenne créée à Strasbourg, est le fruit d'un mouvement de citoyens qui avait créé le Congrès de La Haye du mouvement européen en 1948. Et à la suite de ça, en 1949, on a créé le Conseil de l'Europe. Et on s'est demandé évidemment où est-ce qu'on va le mettre, le Conseil de l'Europe. Et ce sont en fait les Britanniques qui ont eu l'idée, mais ça serait bien symboliquement de le mettre quasiment sur la frontière entre la France et l'Allemagne, où il y avait un grand besoin de réconciliation après une guerre atroce qui a laissé beaucoup de traces dans la population, et notamment dans la population alsacienne. Donc le Conseil de l'Europe a été établi ici, et ça s'est poursuivi ensuite quand on a créé les premières structures de l'Union européenne, et le Parlement européen est venu également s'installer à Strasbourg, la Cour européenne des droits de l'homme, etc. Donc les Strasbourgeois, depuis la fin des années 40, ont été confrontés à cette présence des institutions européennes. Alors évidemment, il y a deux aspects à cela. Il y a des aspects, je dirais, de la vie pratique, où parfois les gens ont des sensibilités diverses quand ils disent « oui, mais les diplomates, ils nous volent nos places de parking ou ils font en sorte que les logements coûtent beaucoup plus cher qu'ailleurs, etc. » Donc il y a ce genre de sensibilité qui existe. Mais je crois que de plus en plus, quand même, les Strasbourgeois ont compris l'intérêt politique de cette construction européenne, le privilège qu'a leur ville en hébergeant ces institutions qui apportent quand même aussi un bien-être économique à la ville, à la région, qui apportent aussi
des stimulations intellectuelles avec tous les visiteurs qui viennent de tous les pays européens, y compris maintenant des pays qui anciennement étaient à l'est de l'Europe, qui ne pouvaient pas voyager. Donc on les reçoit à Strasbourg et ça anime la ville, ça fait de Strasbourg une véritable ville cosmopolite. Évidemment, ce n'est pas au goût de tout le monde. Il y a des gens qui aimeraient bien rester chez eux, repliés sur eux-mêmes. Mais je crois que c'est quand même une minorité, et notamment les jeunes qui fréquentent les systèmes scolaires, parfois européens, écoles internationales et tout ça, font en sorte que cette ouverture de Strasbourg vers l'Europe apparaît aujourd'hui comme quelque chose de naturel, qui est porté aussi par une grande majorité de la population, et chaque fois qu'il y a des votes européens, en général, les Strasbourgeois, les Alsaciens, votent plus européens que la moyenne des villes françaises. Donc je crois qu'on peut dire qu'il y a quand même une perception aussi politique positive de cette évolution européenne dans son ensemble, ce qui n'empêche pas des critiques sur l'un ou l'autre aspect. Et aussi, il y a un bénéfice économique, je pense. Absolument, absolument. Ça apporte aussi beaucoup en termes de restauration, d'utilisation des moyens de transport, d'hébergement et tout ça, ça a aussi un apport économique, sans oublier que, notamment à travers le Conseil de l'Europe, vous avez aussi beaucoup de personnes qui vivent en permanence à Strasbourg, qui consomment, qui achètent, donc qui participent à la vie économique de la ville et de la région. Vous avez autour du Conseil de l'Europe 47 représentations permanentes ou ambassades des États membres. Ça attire aussi des États non membres, des consulats généraux, je ne sais pas, par exemple des pays d'Afrique du Nord, ou de Chine, ou du Japon, ou des États-Unis. Tout cela contribue quand même à la vie économique strasbourgeoise. Donc on peut dire que c'est la ville cosmopolite. Oui, pour moi, c'est devenu une ville cosmopolite, parce qu'aussi, quand vous promenez aujourd'hui à Strasbourg, alors c'est encore plus vrai pendant les semaines où siège le Parlement européen, qui est là une semaine par mois, mais c'est vrai aussi à d'autres moments, vous avez une foule de personnes qui traversent la ville de Strasbourg, qui vont voir ces différentes points forts, ces différentes curiosités, qui vont dîner, qui vont manger, qui vont dormir. Tout ça, ça apporte quand même aussi beaucoup en termes économiques, mais ça apporte aussi dans la vie de tous les jours. Vous voyez des gens qui parlent toutes sortes de langues dans les rues de Strasbourg, et parfois ça donne à Strasbourg cet aspect cosmopolite qui est plus fort que ce que vous pouvez trouver dans d'autres villes de province en France, même quand c'est des villes qui sont plus grandes que Strasbourg. On rentre à la thème. Comment on peut rejoindre, s'inscrire dans votre association Maison Alsace-Strasbourg? Alors, nous avons un site web que vous pouvez trouver sous... on va mettre ce titre. MESA. Donc, si vous allez sur Google, vous trouvez MESA, Maison de l'Europe Strasbourg-Alsace. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est de s'adresser directement à nous. Nous avons un petit bureau et une boîte aux lettres au 9 Place Kléber, au centre de Strasbourg, au cœur de Strasbourg, où nous pouvons donc accueillir des personnes qui souhaitent adhérer. Mais nous publions aussi régulièrement ce que nous faisons à travers une newsletter et aussi dans la presse. Donc, ceux qui souhaitent participer à des manifestations peuvent le faire très facilement. En général, c'est d'ailleurs gratuit. Et ça permet d'avoir des débats avec des décideurs politiques européens, des parlementaires européens, des responsables du Conseil de l'Europe, etc. Des personnes qui, aujourd'hui, sont capables de prendre des décisions sur l'avenir de l'Europe, de l'Union européenne, voire du Conseil de l'Europe. On peut dialoguer avec eux. Nous invitons régulièrement à des débats avec, par exemple, des membres du Parlement européen. On va inviter aussi à un débat avec les candidats pour le futur Parlement européen, puisque vous savez que le 25 mai, tous les Européens, y compris les Lituaniens, seront appelés à élire de nouveau le Parlement européen. C'est donc le moment pour discuter des enjeux de cette élection européenne, qu'est-ce que ça représente,
parce que le traité de Lisbonne, qui a parfois été un peu décrit, mais le traité de Lisbonne a quand même apporté un plus en termes démocratiques à cette Europe. Il donne plus de droits au Parlement européen et notamment il lui donne le droit d'élire le président de la Commission européenne. La Commission européenne qui est un peu comme le gouvernement européen. Donc les parlementaires que nous allons élire, vous et moi et les autres 500 millions d'Européens, ils seront appelés à élire le futur président de la Commission, qui quand même joue un rôle déterminant à côté, bien sûr, du Conseil européen, du Conseil des États membres, qui joue un rôle important dans la promotion de la législation future pour notre Europe. Merci pour vous. Rien.